25 ans maintenant, au journalisme et à l'astrologie en même temps. Oui, ça je me rappelle. Voilà. Et en fin de compte, depuis maintenant plus de 20 ans, je tiens la rubrique astrologie et numérologie du magazine Elle. J'écris les horoscopes, j'ai fait des prévisions et j'ai fait des sujets sur les arts divinatoires dans le monde. Et vous avez écrit un bouquin? J'ai écrit des livres sur le sujet. Sur l'astrologie, j'ai fait chez Marabout il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans maintenant, un petit bouquin sur le soleil et la lune, hein, c'est-à-dire le soleil chez les hommes et la lune chez la femme, donc dans chaque signe du zodiaque. Donc c'est un petit bouquin carré, assez bien fait d'ailleurs, avec deux faces, une face solaire et une face lunaire. Est-ce que vous considérez comme astrologue? Oui. Et vous ne donnez pas de consultation? Je donne à l'occasion des consultations, mais c'est pas ce que je fais, c'est pas ça qui me fait gagner mon. On est en train de parler avec madame la directrice des Agenus, en train de parler de la différence entre une astrologie de qualité, de recherche et une astrologie populaire. Est-ce que... Et donc pas de qualité. Non, je ne sais pas. Non, pas forcément, c'est différent. Non, bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence? Par exemple, vous avez, vos livres, ils ressemblent, vous proposez les gens les achètent, ils se retrouvent dans les livres en feuilletant telle et telle définition, comment ça se passe, comment vos lecteurs utilisent vos livres? Alors, les livres, j'ai pas fait énormément de livres, je fais sur l'astrologie. Hein. Alors, s'il s'agit des rubriques, c'est-à-dire en fin de compte, on parle là de l'horoscope, hein, plutôt des 2 horoscopes, puisque depuis maintenant près de 10 ans, il y a une feuille, une page sur l'horoscope solaire et l'autre page sur l'horoscope lunaire, c'est-à-dire on lit où se trouve la Lune et on sait dans quel signe on est la Lune en bélier, et on regarde. Vous donnez les moyens de le savoir. Oui. Et oui, c'est assez original, effectivement, et pour moi surtout c'était très important parce que en travaillant avec le magazine Elle, on s'adresse surtout aux femmes, et pour moi le signe lunaire d'une femme, c'est ce qui prime. Donc il manquait vraiment une page lunaire, et grâce à des tableaux assez simples, et aussi un service téléphonique qui permet aux gens de calculer rapidement leur signe lunaire, et ben les gens le lisent, alors chacun à sa façon bien sûr, mais voilà, donc ça c'est 2 pages. Et puis je fais aussi une page de numérologie, puisqu'il y a le numéroscope. En fin de compte, il y a 3 pages il y a 2 pages d'astrologie, une page de numérologie dans Elle. Écoutez, l'horoscope, oui, l'horoscope c'est la vitrine de l'astrologie, je dirais, c'est ce qui permet aux gens c'est aussi bien que aussi mauvais, comme tout, je dirais. Il y a des bons horoscopes, il y a des mauvais, dans le sens où il y a ceux qui sont rédigés par des gens qui connaissent un peu la chose, et puis d'autres qui sont rédigés par des gens qui ne connaissaient rien. Il y a l'horoscope quotidien, qui n'est pas le même que l'hebdomadaire, qui n'est pas le même que le mensuel, qui n'est pas le même que l'annuel. Voilà, donc bon, c'est très différent. Moi j'explique toujours aux gens que derrière l'horoscope, il y a l'astrologie. Et c'est ça qui t'intéresse dans l'horoscope, étant quand même un jeu. C'est un jeu, les gens se reconnaissent à la fin du journal, dans un petit texte, alors que dans le journal on a parlé des stars, on a parlé des gens connus, etc. Là, ça leur permet de se retrouver, et je pense que c'est la grande fonction de l'horoscope, hein, c'est de permettre aux gens d'avoir une petite place, eux aussi, dans un journal. Voilà. On parle d'eux, en fait. Oui, on parle d'eux, voilà. Donc ça c'est très important, et puis bon, c'est l'essence même du journal féminin, hein, l'horoscope sans journal. Voilà, on ne peut pas imaginer un journal féminin sans horoscope. Pendant un moment, le Figaro, Madame, n'avait pas d'horoscope, et en fin de compte, après ils en ont eu un, parce qu'ils ont eu des gens qui ont râlé, des électrices qui ont râlé, disant qu'il fallait l'horoscope. Maintenant, moi je dis, c'est comme tout, j'essaie de faire quelque chose déjà qui se base sur le web. Je suis comme moi-même astrologue, j'utilise le cours des planètes, semaine après semaine, ce qui d'ailleurs me donne des idées pour écrire Probablement. Oui, parce que sinon, depuis 15 ans, je serais un peu à sec si je racontais ce qui me vient par la tête. Là, je me base sur... Vous avez des techniques précises, dans telle maison, transit? Non, pas les maisons. Quel est le niveau de technique que vous utilisez? Moi, j'utilise les planètes dans les signes, c'est-à-dire où elles se trouvent, par exemple, telle semaine. Le soleil va de tel degré à tel degré de ce signal, la lune je ne prends pas en compte, je prends le soleil, Vénus, Mercure et Mars, et aussi
dans une autre mesure de l'année, je prends les lentes. Mais j'utilise des rapides sauf la lune. Je prends les aspects en compte, les aspects entre planètes. Par exemple, s'il y a une opposition, je dis, entre Mars et Vénus cette semaine-là, en bélier, j'apprends en compte pour parler du signe du bélier. Ça va, vous avez pu noter le... Je vais en parler. Je veux dire. Alors c'est un peu de la poésie, je parle de Mars, de Vénus, du Soleil, de la Lune, les gens commencent à... C'est un truc, ça va, Oui, ça on parlait dépasse pas. Madame Jam de la question le charme de la mythologie, du langage mythologique qui apporte à l'astrologie une certaine aura. Oui, disons que moi j'utilise, je sais pas, je dis Vénus la séductrice, ou Mercure, les contacts. Oui, vous travaillez sur un bagage que les gens ont, ils savent ce que c'est Mercure, ils savent ce que c'est Vénus. Oui, bon, ça les intéresse pas plus que ça. Moi, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui va leur arriver. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire, faut pas se leurrer. Il y a vraiment une très... C'est pour ça que... Bon, c'est la grande différence qu'il y a entre l'horoscope. Bon, je parle du mien, je parle pas des autres. Chacun fait des choses à sa façon. L'horoscope parisien, c'est une certaine chose. L'horoscope de la radio, c'est autre chose. Bon, moi, ce que je fais dans elle, c'est une chose qui est basée sur la logique astrologique, je dirais, d'autre part qui donne la pêche aux gens, qui les amuse, qui leur plaît, ou c'est un moment qui passe agréable avec eux-mêmes, je dirais. Voilà, si j'arrive à faire ça, c'est bien. Je ne cherche pas à faire autre chose, à leur dire De la toute lumière. façon, c'est ce qui est possible parce que vous vous adressez au grand nombre et non pas à quelqu'un Ah, particulier. tout à fait. Là, vraiment, bon, il y a quand même 2,5 millions de lectrices. Alors, le miracle, monsieur Boulot, c'est que ces textes qui s'adressent, qui sont peu nombreux, en fait, ces textes qui sont peu nombreux, qui sont une douzaine de textes. Là, il y a 2 fois 12 textes, là. Donc, comme par quel miracle, donc, tous ces textes peuvent-ils parler à des millions de gens? C'est très simple. Comment vous expliquez cette mécanique, cette gymnastique? Je vais vous l'expliquer, je crois très simplement. C'est que l'horoscope particulièrement, est totalement subjectif. Totalement. Sa lecture, vous voulez dire? Sa lecture. Elle est totalement subjective. C'est-à-dire que ce même horoscope, par 10 personnes différentes, va être pris de 10 façons différentes. Parce que chacun retient un mot. Alors voilà, chacun retient ce qui lui concerne, et oublie immédiatement ce qui ne le concerne pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à la même personne, on va lire le même texte 3 heures plus tard, ou le lendemain, ou même, même quelques heures plus tard, il ne va pas le dire non plus. Il suffit qu'il écrit un coup de fil, ou machin. Donc, il faut le savoir. Donc, à partir du moment où c'est totalement subjectif, la dame de 80 ans et la jeune fille de 16 ans doit pouvoir dire le même texte et va le prendre totalement différemment. Je l'écris. Alors, c'est un peu un exercice de style que j'ai maintenant depuis longtemps. Vous avez une façon, comme je disais madame, il y a une façon d'écrire tellement profonde qu'elle va faire résonance pour tout le monde. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est des choses très générales. Parce que il y a une façon de mal écrire l'horoscope qui fait qu'effectivement, si on l'écrit d'une manière pas assez élaborée, finalement, il y a des gens qui ne vont pas s'y trouver. Voilà. Mais si c'est suffisamment philosophiquement, je dirais, humainement pensé, eh bien chacun y trouvera quelque chose. le langage espagnol. Oui, un peu, oui. Après, il faut que ce soit subjectif, bien entendu. Voilà, ça c'est l'horoscope. Maintenant, oui. Ça me fait penser, justement j'ai écrit récemment, j'ai fait part d'une réflexion récente que j'ai faite sur ce sujet, c'est qu'effectivement, comment l'astrologue pourrait-il prétendre savoir par avance ce que tel mot va signifier pour la personne à laquelle il s'adresse? Alors moi j'utilise... Donc il y a un lâcher prise. Hein. Vous êtes obligé de vous dire, voilà, comprenne qui croit. Oui, disons que c'est un peu un message. Moi, quand j'écris l'horoscope, souvent je pense à des amis du signe, par exemple. Donc, comme ça me... Il y a une sorte de poésie, au fond. C'est un peu comme un poète qui écrit quelque chose et puis en disant, bon, ben, chacun captera c'est ça. comme il le sent. Pour moi, si vous avez dit le mot, pour moi, c'est même de la poésie. C'est de la poésie. Je pense que c'est lui. Oui. Oui, je crois que c'est... Poésie et astrologie sont tout à fait liées, surtout aujourd'hui, je dirais. Le manque de poésie étant criant, et n'existant vraiment plus beaucoup, on a encore, dans l'horoscope, dans l'astrologie, dans l'astrologie, ce côté un peu qui nous élève, qui nous fait d'un coup dire la lune, ne cesse de dire la lune, plus personne ne voit, dans les villes, on voit la lune, ah oui, tiens, quand je dis par exemple la semaine prochaine, la nouvelle lune, la pleine lune,
ça existe encore, ça. Vous voyez, parce que, d'autant plus qu'elle était jamais plus à Paris, beaucoup en région parisienne, dans les villes. Donc ça s'adresse à des femmes en particulier qui ont un rythme de vie qui n'est plus naturel, hein, et qui a peu de rapport avec la nature. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que je mets aussi des signes humains. C'est-à-dire, si je parle au cancer, je ne vais pas leur dire peut-être les mêmes choses que si je parle à un lion. Donc je sais que, par exemple, les défauts ou les talons d'Achille de chaque signe, je peux en parler à ce moment-là et leur dire, tiens, vous pouvez peut-être essayer de faire quelque chose pour ci ou pour ça, selon le signe qui sont. Et ça aussi, ça m'aide à pouvoir parler aux gens du signe. Vous parlez le langage cancérien au cancer, Oui, le langage un peu, du lion au oui, lion. un peu, c'est ça. Oui, un peu. Moi, ça m'aide parce que ça me donne des idées, et c'est vrai que sinon, je n'aurais plus longtemps et ça me casserait les pieds de le faire. Là, à chaque fois, c'est renouvelé par le jeu des planètes, puis par le jeu des signes qui sont différents, qui disent ça différemment. Enfin, je retiens quand même cette idée de l'importance que vous accordez. Souvent, les astrologues, justement, ils s'en tiennent à une critique tout à fait supérieure en disant comment voulez-vous que les textes correspondent à tout le monde, mais ils ont un point aveugle, ils oublient que de toute façon, ces textes ne sont pas compris de la même manière par tout le monde. Et donc, par conséquent, un même texte peut parler de... Et les gens le savent quelque part. D'ailleurs, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est un peu bizarre. Comment quelqu'un pourrait se croire concerné par un texte dont il sait très bien qu'il ne sait pas qu'à lui? Bien sûr. Comment ça se passe dans sa tête? Ben si, parce que ça se passe à lui. Si, il n'y a qu'à lui que ça parle. Quand vous regardez votre... Je veux dire... Non, mais je sais, mais oui, il sait quand même que c'est pas qu'à lui que ça s'adresse. On n'y pense pas à ce moment-là. C'est pourquoi je pense aussi qu'il est très intéressant quand on fait une peine, alors là on parle de vraiment une peine, c'est de rencontrer la personne et non pas de le faire par écrit. Parce qu'en face à face, là on parle d'autre chose, on parle de l'horoscope et de thème. En face à face, il y a un dialogue qui fait que automatiquement, ça n'est pas que vous adaptez, mais vous sentez comment vous allez pouvoir le dire pour ce que vous avez envie de dire atteigne son but. Et si vous le faites par écrit, vous risquez de passer à côté, la personne, comme je disais tout à l'heure, la personne va comprendre mieux et partir sur quelque chose. Oui, mais même si elle ne comprend pas ce que vous allez vous le dire, ça fera quand même sens pour elle. Oui, mais ça fait plus sens quand vous êtes dans un dialogue que lorsque vous êtes face à un texte que vous lisez. Et puis lorsque vous envoyez un texte qui va être lu, vous ne pouvez pas dire la même chose et de la même façon. Parce que vous risquez de heurter la personne, de blesser la personne et de passer tout à côté. C'est pourquoi je pense que le face-à-face est tellement important. C'est comme si vous voulez, on faisait une analyse par téléphone. Oui, ça c'est pratique. Voilà. Donc pour moi, ça relève de la même chose. Oui, c'est certain que l'astrologue, disons que l'astrologue est très convaincu de ses théories, il va absolument vouloir s'assurer que son client comprend ce qu'il veut dire. Parce que lui, c'est vraiment... Ouais, on parlait tout à l'heure de M. Biget qui vient de sortir sur les pièces rétrogrades. J'imagine que si M. Biget rencontre quelqu'un et a l'occasion de faire son thème, il va chercher vraiment à faire comprendre ce qu'il a voulu dire. Je ne sais pas, je crois qu'il écoutera. Il écoutera déjà et il s'adaptera pour faire passer ce qu'il a envie de faire passer. Oui. Mais il ne convaincra pas. Oui. Il écoutera. Mais il essaiera aussi d'être bien compris. Ah oui, bien sûr, mais en même temps, ça n'est pas, si vous voulez, ça n'est pas une obligation. Non, c'est pour ça que je me dis, on ne peut pas absolument, c'est pour ça que je dis dialogue ou pas, parce que on peut pas, on est obligé quand même de laisser, de lâcher prise, bien lâcher prise. Mais ça n'est pas une obligation, parce que la personne, ça peut être le mauvais moment. Et donc, si c'est le mauvais La personne, elle entend aussi ce qu'elle veut. Elle est même face à face. non, ce qu'elle veut et ce qu'elle Oui, ce qu'elle veut. Mais moi, je dirais beaucoup ce qu'elle peut entendre. Oui, bien sûr. J'insisterai. Et puis elle se souviendra par la suite. oui, mais le fait de vouloir entendre aussi est Ah, important. bien sûr. Oui, Donc, ce ça sont les mélange tout résistances, cela. ce sont les Voilà, résistances, c'est ça. mais là où ce serait dangereux, pas meurtrier mais dangereux en tout cas, ce serait si l'astrologue voulait convaincre
Bien entendu, il n'est pas question de convaincre, il est question de dire. Après, c'est aux gens, de faire ce qu'ils ont à faire, bien sûr. Peut-être le mauvais moment, ça peut être dangereux. En général, quand les gens vont voir un astrologue, souvent c'est le bon moment. J'ai l'impression que c'est un moment particulier. Non, de toute façon, moi je sais que quand je fais une consultation, donc moi je suis quelqu'un d'assez positif, hein, quand je fais une consultation, moi je vois les bonnes choses qui peuvent arriver, les décès, les malheurs, les problèmes, etc. Je dis ça peut être une période difficile, une période des freins, etc. Mais je vais rarement plus loin, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas si je sais que c'est la période un peu difficile, un peu ralentie, des tensions, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer effectivement? Je ne connais pas des astrologues qui vont dire, vous arrêtez ça. Voilà. Donc c'est des périodes, par exemple, dans le journal, c'est semaine après semaine. Effectivement, ça tourne très vite les planètes. Hein. Donc là, comme je reviens à ce que je disais, c'est qu'il y a un côté jeu aussi dans l'horoscope. On joue à connaître son avenir. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, à la fin de l'année, il y a un petit livret qui sont les prévisions de l'année. Là, j'utilise les planètes plantes, davantage même que les planètes mobiles. Et là, les prévisions, alors pour les gens, c'est lu différemment. Parce que d'abord, ils le gardent, le petit livret, et tout au long de l'année, ils s'y réfèrent. Donc c'est une sorte de... C'est pas pris de la même manière que l'horoscope de la semaine, quoique la semaine des fois on y revient, mais bon on lit, tiens c'est bien de m'arriver ici, ou ça, c'est tout oublié. Il y a quand c'est sur l'année, c'est pris différemment aussi. Bien sûr. Mais effectivement, je ne sais pas, en vous écoutant, on a l'impression qu'effectivement, on parlait on est entre science et poésie, n'est-ce pas? Donc, effectivement, oui, on peut dire. C'est vrai que c'est quand même deux casquettes différentes. Oui. Certaines personnes essaient d'avoir les deux à la fois. C'est à la fois laisser l'imagination parler, laisser la subjectivité parler chez l'autre, sans parler de la subjectivité de celui qui écrit aussi. Oui, bien sûr. Et puis d'autre part, essayer quand même de vérifier quelque chose de l'astrologie. Comment est-ce que vous jouez sur le fait que vous n'avez pas du tout cette préoccupation? Moi j'ai eu la chance, je dirais, si, comme tout le monde, je crois. Moi j'ai trouvé que j'ai découvert un peu l'astrologie et le journalisme en même temps, ce qui fait que cette double casquette je l'ai. C'est-à-dire que je suis à la fois astrologue et journaliste. Et c'est pour ça que j'étais capable d'écrire, pas comme un astrologue, je dirais, ou dans un journal, j'en parle. J'avais demandé aussi à d'autres personnes d'écrire. Et en fin de compte, ils m'ont pris mon style parce que c'est un style plus journalistique, plus facile à lire, plus amusant, plus léger sur un sujet qui ne l'est pas. Soi-même, c'est pas très léger comme sujet. L'astrologie, c'est pas un sujet léger par excellence. Donc, moi, j'ai un peu cette double casquette qui me permet d'être à la fois poète, je dirais, et scientifique, entre guillemets, dans le sens où je me base sur le zodiaque que je... Ouais, du quotidien. Oui, c'est ça. Et puis, moi, j'ai la lune à l'ascendant, en Verseau quand même. Hein. Si je fais pas de la poésie, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Absolument, c'est ça. On va faire une petite parenthèse. Et qu'est-ce que vous pensez des prévisions astrologiques, des prévisions mondiales, cette dimension de l'astrologie en rapport justement avec le journaliste, vous pourriez être tenté. Bien sûr. Je suis obligé par ma vous pourriez être tenté Écoutez, moi j'ai pensé... d'utiliser l'astrologie comme une grille de lecture de ce qui se passe dans le monde. Absolument. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie mondiale, tout ça, je me suis dit, c'est formidable. J'ai fait un peu des essais, dans le sens où j'ai fait un peu j'ai regardé comment ça pouvait fonctionner. Ça m'a jamais semblé très convaincant. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la manière de le faire pour pouvoir faire des prévisions, donc je me suis jamais hasardé à faire des prévisions sur qu'est-ce qui allait se passer en Chine ou la santé ou la 5e République, parce que les dates, pour moi, ça correspond à rien. La France, c'est pas le jeu, ça me semble un peu bon. Donc, moi, ça, j'ai laissé de côté. C'est sûrement intéressant, mais bon, j'ai vu tellement d'astrologues se planter que j'ai préféré m'intéresser plutôt à l'individu. Vous pensez que le bilan de l'astrologie mondiale n'est pas très bon, ce que vous avez suivi depuis 30-40 ans? Non, il y a Barbeau qui avait fait la fameuse prévision de 1989. C'était bien, mais il en a fait plein d'autres qui ne s'est rien passé. Bon, voilà. Non,
je ne dénigre pas, mais... On ne peut pas séparer le thème d'un individu de son contexte familial, de ses ascendants, de son histoire, de même qu'on ne peut pas séparer le thème d'un événement, prédire un événement sans l'histoire, étudier l'histoire. C'est vrai que c'est un peu... disons que c'est un peu casse-gueule, comme on dit. Non, mais c'est... Mais par exemple, raison, effectivement, les gens ne sont pas étrangers à ce qui se passe autour d'eux, dans leur vie. Ah non, mais ça, c'est pas le problème. Non, ce que je veux dire, c'est par exemple l'opposition de Saturne et d'Uranus qu'il y a eu l'année dernière, en novembre. Ça correspond exactement au crack, crack boursier. Très bien. Maintenant, ça marche bien, là. Mais si on regarde, il y a eu d'autres oppositions, donc il ne s'est rien passé de cet endroit-là. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'un autre ordre. Pour moi, c'est trop difficile. Oui. D'autre part, pour répondre un peu à la place de M. Blot, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont importantes qui ne sont pas forcément dans l'astrologique. On peut effectivement étudier le thème de la personne en tenant compte de la configuration économique et politique, sans considérer que cette configuration économique et politique soit appréhendée par l'astrologie. C'est ça aussi la question, c'est le même problème des contextes, des facteurs non astrologiques qui viennent se rajouter. Donc là, on parle de la subjectivité, mais aussi la contextualité, effectivement, qui fait que la personne, le discours astrologique va devoir être recadré. Maintenant, il y a les astrologues qui pensent que le contexte lui-même relève de l'astrologie. Ouais, je serais plutôt à penser ça, moi. C'est-à-dire tout ça, c'est c'est pas astrologique, et puis le reste... C'est-à-dire, vous disiez que l'astrologie mondiale, vous n'essayez de... Non, mais elle est plus que mondiale, elle est planétaire, justement. Mais je veux dire, par les mouvements de foule, ou les révolutions, ou les chutes de tyrans, je pense que quelque part on doit pouvoir le dire, évidemment. Mais moi, je ne sais pas le dire. Oui, mais c'est ça, c'est une affinité ou non? Quel astrologue? Oui, absolument. Et puis je pense, je reviens toujours au même truc, c'est que je pense que ça demande un approfondissement énorme de l'histoire et de la géographie. On ne peut pas séparer. Bien sûr, non, mais tout ça c'est lié, évidemment. Bon, voilà, ça c'est pour mon avis sur l'astrologie mondiale. Je ne peux pas vous en dire tellement plus, parce que c'est un domaine, je pense, qui est passionnant, où je peux faire ça. Il y a par exemple un domaine que je n'ai pas le temps de faire, je pense que je ne le ferai pas parce que ça demande beaucoup de temps. J'ai remarqué qu'il y a une hérédité astrale, donc, et qu'on essaie, avec le soleil, la lune ou l'ascendant, un des trois, ou deux ou trois, mais en tout cas un des trois, sur le soleil, la lune ou l'ascendant de sa mère. Ça revient à ce qu'on appelle l'astrogénéalogie, Voilà. Et ça, on peut trouver des thèmes, et on demande aux gens la date de naissance de leur mère, de leur fille, etc. Ça marche, alors c'est pas 100%, mais c'est 98-99%. Oh là. Donc c'est vraiment énorme. Rappelez-moi quels sont les facteurs qui reviennent. Le soleil, la lune et l'ascendant, sur le soleil, la lune et l'ascendant de sa mère. Et de son père le plus souvent, mais dans une un peu moindre mesure, en tout cas de sa mère, pas à tous les coups, mais presque à tous les coups. Mais pour ça, il faut trouver des dates de naissance, des mères et des filles, enfin des mères et de leurs enfants. Ce qui ne doit pas être très compliqué. Mais j'ai pas eu le temps, Mais si, justement, voilà, je ne joue pas à la caméra directement, si on m'entend, si on m'écoute, et qu'il y a des gens qui ont des computers et qui veulent s'amuser, mais certainement, mais bon, j'ai pas vu les études, etc. Eh bien, c'est intéressant si jamais on découvre entre guillemets, parce que, et évidemment, d'ailleurs, ça fonctionne certainement, une mère ne peut pas donner naissance à un enfant qui n'est pas une très fort rapport astrologique avec son enfant déjà. Donc, et voilà, si quelqu'un veut se lancer Alors moi je là-dedans, fais quand même content. un petit bémol par rapport à cette proposition. C'est que moi je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au moment de la naissance. Et je m'intéresse aux travaux de Gauquelin qui travaille justement sur cette question. Et l'enfant, le fœtus, effectivement, pourrait choisir plus ou moins les moments où il naît, mais bien entendu, ça ne pourrait concerner que les facteurs les plus rapides. Parce qu'un enfant qui est au bout de 9 mois, il ne va pas changer de signe solaire. Mais par contre, il peut changer d'ascendant, il peut éventuellement, en poussant un peu le bouchon, changer
de lune, mais c'est surtout les planètes en maison qui peuvent bouger. Parce qu'en une journée, Saturne peut être en maison 8, en maison 5, en maison 4, etc. Par rapport à sa mère, C'est-à-dire que s'il fallait faire une recherche dans le sens que vous donnez, il faudrait s'orienter essentiellement sur les positions des planètes en maison, et non pas en signe. Parce que les planètes en maison changent de jour en jour et d'heure en heure, alors que les planètes en signe ne peuvent pas changer. non, mais, Ils ne peuvent pas changer au moment de la naissance, entendons-nous bien. je comprends bien ce que Le vous temps de dire. la naissance, le temps de les heures qui précèdent, les jours qui précèdent la naissance, il n'y a que certains facteurs astrologiques qui peuvent bouger. Oui. Ce sont ceux-là qu'il faut considérer. Je comprends ce que vous dire. Autrement, imaginons par exemple que vous alliez, prenons le cas, enfin, je suppose que vous avez pris, bon, heureusement vous n'avez pas pris Jupiter ou Saturne, etc., parce que là ça devient plus compliqué. Mais même le Soleil, il est évident que si un enfant a été conçu au mois de mars, il ne pourra pas avoir le Soleil en Lion. Hein, c'est pas Non, mais possible. ça n'a rien à voir avec le signe solaire lunaire et ascendant de sa mère, Bah, de sa naissance de sa Oui, mère. exactement. Non, Et si, parce que si effectivement il est en Lion, non, c'est une espèce de concordance. sa mère ne pourra pas être. Si, il peut pas. Il Il peut pourra. être n'importe quoi, sa mère, s'il est sur le soleil, il est en lion pour l'enfant. Sa Mais mère, elle attendez. peut être lion, comme elle peut être verso. Non, mais attendez, comment les choses calment. C'est la naissance de la mère. Oui, La naissance de la l'enfant. mère et la naissance de l'enfant. Moi, par exemple, je suis mère, j'ai le soleil en taureau. Je conçois, je suis enfanté, je suis fécondé, par exemple, au mois d'août. Oui. Plus exactement, donc, par exemple, je suis fécondé au mois de décembre. Si je vais au mois de décembre, j'aurai jamais un enfant qui sera avec le soleil en taureau. Vous êtes d'accord? Non, il peut avoir le soleil à lune en taureau ou l'ascendant en taureau. Et voilà, c'est ça. Donc c'est pas le soleil qui pourra jouer. Ben là, il ne jouera pas, mais il peut jouer autrement. Par exemple, Et même pour la Lune, il faut quand même, disons, bon, la Lune elle avance quand même assez rapidement, mais malgré tout, si on arrive au bout de 9 mois, on ne peut pas attendre 15 jours de plus pour que la Lune soit dans le bon signe. parce que je veux dire, par exemple, Alors que l'ascendant, c'est une question d'heure. prenons votre exemple à vous. Vous connaissez votre thème astrologique, vous connaissez peut-être le thème astrologique de votre maman. Oui. Bon. Est-ce que entre le soleil, la lune et l'ascendant, et le vôtre, il y a au moins un point commun? Non mais attendez, Ça, c'est tout. attendez, Je me mets sur pour l'autre. moi c'est une question de logique. Non, pas du tout. C'est une logique de départ. Si la logique au départ, s'il est impossible que l'enfant... En synastrie, on les met. Hein. Oui, mais à ce moment-là, vous ne cherchez pas à expliquer pourquoi. Alors prenons le problème autrement. Ah, ça, c'est Alors, prenons le problème autrement. À ce moment-là, on va retourner dans l'astrologie karmique. Donc, à ce moment-là, alors, prenons le problème autrement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Madame Cham, on disait il faut déjà partir sur des bases saines. Autrement, alors, prenons le problème autrement. Alors, imaginons qu'effectivement, quelqu'un vient de nous dire en effet, il y a un rapport entre le Mercure, parce que le Mercure ou le Soleil, c'est pareil, c'est les cérémonies annuelles. Bon, il y a un rapport entre le Mercure. parce que, je comprends pas le Mercure, je pense parce que- que je crois que si j'ai bien compris, vous parliez de trois points essentiels en fait, Oui. qui étaient ou le soleil, ou la lune, ou Voilà. l'ascendant. Donc, voilà. Alors maintenant, si on prend ces trois points essentiels, il se trouve que pour l'ascendant, il n'y a pas de problème. L'ascendant est extrêmement rapide. On peut changer Je crois qu'il y a l'ascendant. des choses qu'on a. Alors, attendez, pas sur la moi ce que je même- voudrais savoir, c'est quelle est l'explication que vous donnez pour ça. Voilà. Bah, c'est ça. C'est une constatation. Ah oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut se contenter en astrologie de constatation quand sur le plan théorique, ça ne tient pas? Non, c'est ça, des fois, ça bah. j'ai une explication entre guillemets. et C'est une ça l'explication qui m'intéresse. Bah oui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, une mère ne peut pas enfanter avoir un enfant à un moment qui soit totalement étranger à son propre thème. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pour ça que je vous posais la question, vous n'avez pas répondu, mais si vous voulez, entre vous et votre maman, est-ce qu'il y a un rapport de signe entre le soleil, la lune et l'ascendant entre vous et elle? Par exemple, je ne sais pas, vous êtes taureau, elle est la lune est taureau. Non, mais moi Donc je vous ne êtes, connais pas bien le thème de ma mère. Ben voilà, je peux vous dire le thème de ma mère, le thème, voilà, mais je vais vous dire, c'est comme ça vous allez comprendre. Ma mère était, là, Verseau, et en Verseau, lune en taureau et ascendant lion. Moi, je suis soleil en taureau sur sa lune, et la lune en Verseau sur son soleil. Oui. Et par exemple, pour moi, dans ma théorie, j'en ai pas une d'ailleurs, mais mon histoire, je dirais, c'est que l'un ou l'autre, par exemple, j'ai la lune en taureau, et elle avait le soleil en taureau. J'ai mon ascendant en verso, et elle avait le soleil en verso. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et il n'est pas une question que ça y tourne et que
C'est simplement en prenant les thèmes de la mère et de l'enfant et aussi l'astrie en mettant l'un sur l'autre, on se rend compte tiens, il y a un point ou deux, pas trois mais c'est rare, mais en tout cas un point qui est le même. Oui. C'est-à-dire, ce qui serait intéressant, c'est de voir avec une grande fratrie. Oui, c'est ça. Par exemple, avec 10 enfants, voilà. Là, ça deviendra intéressant. Oui. Je suis sûr qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je sais pas les études. Ce sont Oui, des certainement, professeurs. mais je ne les ai pas vues. Bien sûr, il doit y avoir, tout le monde a fait un tas d'études. Là maintenant, c'est vrai qu'avec les computers, ce qui est Ah bien, ben, c'est tout à fait simple. voilà, bon, maintenant, il faut s'y mettre un peu, et puis avoir les dates de naissance des mères et des enfants. Voilà, enfin bon. Donc, Non, mais de toute façon, je ne veux pas approfondir ces questions-là, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, mais c'est pas un problème. Mais effectivement, il y a l'astrologie karmique, qui elle est parfaitement, moi je ne suis pas psychologue, elle a le moins le mérite de la cohérence. Effectivement, on pourrait dire oui, mais le moment où il a la naissance, elle a été programmée depuis très longtemps, et donc par conséquent, ça a été prévu que ça se passe comme ça. Mais tout dépend du système de lecture que vous avez, de ce qui se passe au moment de la naissance. Il y a trois théories au niveau de la naissance. Soit c'est l'astrologie karmique, soit c'est les astres qui agissent au moment où on est, soit c'est l'enfant qui naît au moment où on correspond à sa nature. Voilà, il y a trois scénarios qui correspondent à des formes d'astrologie, à des philosophies d'astrologie sensiblement différentes. ouais. Sauf qu'après, vous pouvez y ajouter autre chose. Ce sont les naissances provoquées. Oui, alors les naissances provoquées, là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui considèrent que ça disqualifie le thème astral. Non, parce que je pense qu'on retrouve... Non, parce qu'on est bien à un moment. Oui, et puis on retrouve aussi des caractéristiques sous une autre forme, Bien sûr. je pense. Oui, je pense aussi, bien sûr. Et Mais même, c'est sûr que les c'est provoqué. C'est provoqué ou non, on provoque, on ne sait pas exactement combien de temps ça va arriver non plus. C'est difficile. Ici, la césarienne, Alors les césariennes, oui. Ça laisse un petit marge, oui. Mais ça n'empêche pas, parce que moi, mes enfants sont nés sous césarienne, et les deux ont aussi des rapports. Par exemple, ma femme est sagittaire, et le petit, il est ascendant sagittaire. Et voilà. Donc bon, c'est simplement des constatations, comme on disait. Mais effectivement, on disait avec Madame Jam qu'il faut y avoir des gens qui sont plus sensibles aux forces cosmiques que d'autres. Est-ce que vous êtes réceptif? Oui, c'est-à-dire qu'ils seraient plus en rapport avec leur thème, qui seraient plus en phase avec les cycles cosmiques que d'autres personnes. Oui, peut-être, mais enfin, en tout cas, on est tous soumis aussi au cycle cosmique. C'est ça, sans exception. Il y a ceux qui le ressentent davantage, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je dirais, le ressentent vraiment, puisqu'ils travaillent là-dessus. Et puis ceux qui trouvent que l'astrologie, tout ça c'est des bêtises, machin, ils ne prennent pas en considération la planète, ou je dirais. Même si on ne croit pas à l'astrologie, on peut être marqué par les astres. Je pense qu'on est tous marqués par les astres. Mais il y a des gens qui sont moins. Il y a des gens qui sont moins marqués, qui pourraient être moins marqués que d'autres. moins réceptif. Oui. Non, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas... Ce qui se passe au niveau cosmique aurait moins d'effet quelque part. Ça, moi, je pense pas. C'est mon niveau d'effet. Regardez, je reprends toujours l'histoire de la musique. Vous pouvez ne pas être sensible à une sorte de musique. Vous l'entendez, mais vous n'y êtes pas sensible. Oui. Et donc ça ne va pas provoquer chez vous certaines choses. Donc si ça ne provoque pas. Donc je ne prendrai pas ce moyen-là, je ne prendrai pas cette approche-là Oui. pour apprendre quelque chose de moi. Oui. C'est ce qui se Et passe. je peux, par exemple, être très sensible au cycle des étoiles, au cycle, parce que j'ai un lien privilégié avec la nature, par exemple. Oui, c'est ça. Si je suis né en ville, si je suis né à Paris, si j'ai toujours vécu à Paris, peut-être que je n'ai pas encore bien réalisé à quoi ressemble. Ouais, Mais pas forcément. quoique pas forcément. Non, mais pas justement, forcément, voilà. mais je Ouais. pourrais ne pas Mais bien réaliser sûr. aussi Lui, il facilement. travaille l'astrologie urbaine. C'est origine urbaine. Non, mais disons que c'est pour mettre un peu de nature, un peu de vie naturelle dans la vie des gens qui est aussi réglée par la technologie, par tous ces problèmes de vie antinaturelle que l'on vit. Je pense que l'astrologie, ça fait partie de tout le reste, de l'écologie. C'est une écologie mentale, voilà, pour moi. Et même si malheureusement, moi j'étais un peu déçu parce que bon, ça fait 25 ans que je m'y intéresse. Au début, je croyais que les choses étaient bien parties, pour que les gens comprennent un peu ce que c'était que l'astrologie, s'y intéressent vraiment, et une ouverture d'esprit. 25 ans après, c'est pas passé grand-chose. Hein. Mais ça n'est pas arrivé à modifier la représentation. Y a-t-il le rapport des gens à Pas l'astrologie? tellement.
pas tellement. Pas assez à mon goût, je dirais. Ça reste de l'horoscope, ça reste de l'occulte. Alors, ça évolue, évidemment, mais très très lentement. Il y a 10 ans, je ne pouvais pas parler d'astrologie avec un homme. Il prenait vraiment pour un rigolo. Maintenant, je peux discuter avec tout le monde, les hommes comme les femmes, d'astrologie. On ne prend pas pour un fou. Ça évolue. Pourtant, ce qui est assez frappant, quand on va aux réunions d'astrologie, c'est la proportion massive des femmes dans les cours d'astrologie, les séminaires d'astrologie, les cours d'astrologie. Là, c'est extraordinaire, c'est frappant. Non, là, je crois que vous êtes en train de dire. C'est pas uniquement l'astrologie, c'est partout. Vous faites un cours de philo à la Sorbonne, un cours libre, c'est une majorité de femmes. Vous faites un cours de jardinage, c'est une majorité de femmes. Donc ça, c'est très différent. Les femmes sont plus sensibles. Exactement, sont plus ouvertes, je pense. Déjà, elles connaissent les rythmes naturels, je dirais, plus que les hommes. Et plus curieuses. Plus curieuses, oui, et puis plus capables de faire différentes choses. On sort de siècles quasiment d'éducation qui faisait que les hommes étaient destinés à gagner la vie, à faire la guerre et non pas à pleurer et à réciter des vers. Enfin, par exemple, si on prend par exemple des salles de concert, on n'a pas cette disproportion. Je veux dire, il y a comme de tout le domaine. Vous comparez une salle de concert, vous avez un équilibre entre hommes et femmes, facilement, alors que c'est le contraire. Bah oui. Ah bah écoutez, en tout cas. Il y aurait plus de femmes que d'hommes aussi, vous dites ? Comment ? Il y aurait plus de femmes que d'hommes. Oui, je crois. Aussi. En tout cas, c'est pas. Je sais que je peux vous assurer que c'est criant. Moi, je suis allé à. Non, mais je veux dire que c'est incroyable. Je veux dire même, c'est même pas une question de plus ou moins. C'est. Moi, je suis allé récemment à des réunions organisées par Source, organisées par le RAO, etc. Aller chercher l'homme. Ah bah oui, complètement. Non mais je veux dire, c'est pas une question de femme. Non mais je veux dire, c'est pas une question de majorité. Les seuls hommes, c'était souvent les intervenants. Alors, ou bien quelqu'un qui était vu spécialement parce que il avait une raison précise. Mais je veux dire que les bataillons, d'ailleurs entre parenthèses, au niveau même économique, au niveau financier, on sait par exemple que les colloques qui sont organisés actuellement, si on supprimait les femmes de 50 ans et plus, ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas de quoi les faire vivre, ces congrès. Donc, effectivement, il y a une population qui est le socle de toutes ces activités associatives, qui est essentiellement féminine, et ce ne sont pas forcément des femmes tellement jeunes non plus. Il y a aussi un problème d'âge qui joue. C'est un fameux problème, la ménagère de 50 ans. On a l'impression que c'est un petit peu ça. Et souvent, quand on filme ces salles-là, c'est frappant. D'ailleurs, il y a un profil, il y a un type d'âge qui est récurrent. Moi, j'avais fait des conférences pour apprendre aux gens à faire un thème astral. Ah oui. J'avais que des femmes. Oui. Alors, comme je disais à Madame Jam, vous dites que c'est une question de sensibilité, il y a la position inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous faites un cours sur... Si vous faites quand vous allez chez un oculiste, il y a que des gens qui ont des problèmes d'œil. Donc, vous voyez, l'astrologie ne vient pas révéler quelque chose qui manque. C'est-à-dire un manque que l'astrologie pourrait gérer et pourrait satisfaire. C'est comme ça qu'à ce moment-là, la sensibilité, c'est pas tout à fait ça, parce que justement, l'astrologie n'est pas là justement pour aider les gens à comprendre des choses, à saisir des choses, à percevoir des choses qu'ils n'arrivent pas à prévoir. Et moi, je me fais un peu l'avocat des hommes à ce niveau-là, et peut-être que les hommes, au fond, s'en sortiraient mieux que les femmes, et par conséquent, ils auraient moins besoin d'astrologie. Moi, je crois que de toute façon, moi je suis intéressé à l'astrologie parce que justement, moi je trouve que je suis intéressé à l'astrologie, pas que mes parents, je suis très jeune, et donc, vous voyez le manque, je suis intéressé à l'astrologie un peu pour comprendre le phénomène, pourquoi ils étaient partis, qu'est-ce que, bon, une recherche philosophique due à ça. Maintenant, ça doit d'un homme ou une femme, je pense. Maintenant, je crois que ça c'est une première chose. On va vous dire, maintenant, moi c'est pas en voulant connaître mon avenir que je suis intéressé à l'astrologie. Évidemment, quand je me suis intéressé à l'astrologie,
Donc pour les thèmes que j'ai fait, c'était le mien, évidemment. Quand j'ai vu que j'avais Saturne au milieu du ciel, il y a eu plusieurs nuits où j'ai très mal dormi, au tout début de mes études. Mais bon, maintenant, les femmes, pourquoi les hommes? Parce que les hommes, c'est le soleil, on est d'accord. Le soleil, il luit tous les jours, de la même manière, presque, hein. On ne connaît pas les cycles. Lui, alors qu'une femme, il connaît les cycles. D'ailleurs, c'est quand même étonnant que, c'est ce que je dis souvent aux femmes, que le cycle de la Lune et le cycle féminin soient le même. Donc il y a bien un rapport objectif là, entre les deux. Maintenant, les hommes, ils ont l'impression que c'est eux qui font leur vie. On ne fait pas leur vie à leur place. Quand on s'est rendu compte dans sa vie qu'on n'était pas maître de tout, que les parents pouvaient mourir, que les enfants pouvaient mourir, que une catastrophe pouvait arriver sans que vous vouliez, voilà, ça fait réfléchir. Oui, mais là, vous arrivez à un phénomène de société, c'est-à-dire que la société évolue. La société a évolué. Oui. La société, bien sûr. Alors, justement, j'ai fait une remarque je crois intéressante à ce propos-là, c'est que, avant, jadis, les hommes étaient solaires complètement et les femmes lunaires complètement. Et depuis la guerre de 14-18 où les femmes ont commencé à travailler, etc., la femme a commencé à découvrir son aspect solaire. Jusqu'à maintenant, nous, elle travaille, elle a de l'argent, elle est indépendante, et l'homme commence à trouver ce côté lunaire, pour s'occuper de ses enfants, par exemple, en faisant à manger, en faisant du linge, chose que, moi, je sais, mon grand-père, il n'aurait jamais porté un filet ou versé oui, son voilà, enfant. il y a un supermarché, il y avait très peu d'hommes il y a quelques dizaines d'années. Oui, quelques dizaines d'années seulement. Donc, la femme a découvert son aspect solaire. Oui, mais pourquoi? À cause des facteurs économiques. À cause de la guerre. Mais exactement, mais c'est un facteur économique. Donc c'est-à-dire on revient au feu de société. Ah oui, bien sûr. Et disons que ça va ensemble. Hein. Bien sûr. Tout à fait, oui. On peut décrypter. Mais cela dit, ce qui va à contre-courant de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, en 2009, on constate qu'il y a cette présence massive des femmes dans les réunions d'astrologie, ce qui prouve que les hommes n'ont pas spécialement évolué par rapport à ça. Non, ils évoluent lentement. Au niveau de la famille, ils sont évolués. Au niveau du couple, ils ont un peu évolué aussi. Mais au niveau de s'intéresser à l'astrologie, ils n'ont pas évolué. Mais au niveau de la famille, enfin ça, ce sera encore un autre débat, ils sont très peu évolués parce que quand on voit les études qui sont faites, voilà, les participations des Les hommes évolutions ne sont pas aussi évidentes qu'on pourrait le croire. L'astrologie nous le rappelle. Oui, non, mais c'est vrai. Disons que, bon, et puis il y a des hommes lunaires, il y a des femmes solaires. Oui, de toute façon, on peut reprendre on prendrait par exemple l'histoire de la littérature, on trouve les hommes lunaires à tous les siècles. On prendrait l'histoire de Lucie, Catherine, la grande Catherine, c'était plutôt une solaire qu'une lunaire. Donc c'est aussi toujours difficile. Mais là où je crois que je suis, c'est qu'effectivement, comme vous dites vous-même, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup plu, vous avez dit, on s'aperçoit parfois qu'on n'est pas maître de ses décisions, on n'est pas maître de ce qui nous arrive. Oui. Effectivement, Bon, il est certain que plus on est élevé dans la hiérarchie sociale, professionnelle, intellectuelle, plus on détermine un certain nombre de choses autour de soi. Par exemple, même vous qui êtes éditrice, vous déclenchez des choses. Vous avez parlé. Je vous donne Non, je déclenche des choses quand ça va dans le sens de la vie. Oui, mais par exemple, non, Je ne peux pas, par volonté propre, déclencher des choses. Non, mais par exemple, Ni dans la vie, ni dans la vie de mes regardez par exemple, entre le moment où vous décidez de publier un manuscrit, vous avez décidé de publier ce manuscrit à telle date. L'ouvrage va sortir quelques mois plus tard. Les lecteurs, eux, ils me connaissent, ils vont dépendre de votre décision. C'est vous qui avez les mettre sur le marché. La décision de l'imprimeur. Non mais d'accord, non, mais je veux dire que globalement, alors il y a effectivement tout un ensemble de structures. Oui, mais il y a d'un côté ceux qui sont les décisionnaires, comme l'éditeur, l'imprimeur, l'auteur, etc. De l'autre côté, il y a les consommateurs. mais qui sont décisionnaires aussi à leur niveau, puisqu'ils n'achètent pas le livre. Oui, mais ils vont l'acheter. En tout cas, ils vont l'acheter au moment où on leur a mis en vente. Oui, ça c'est sûr. Donc le moment où les choses seront proposées sera un moment qui aura été déterminé par un nombre très limité de personnes.
qui sont l'imprimeur, l'éditeur, l'auteur. Il y a le distributeur, il y a le... Oui, Mais je ne suis ça pas veut- sûre non plus que ce soit une question de volonté. Moi, je pense que c'est une ça veut dire question qu'il y a de un décalage volonté. dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un décalage dans le temps. Il y a un temps, par exemple, quand en politique c'est pareil, il y a une décision est prise, et puis elle a des répercussions que par la suite, que par ricochet, que par conséquence. Voilà. Donc effectivement, au niveau décisionnaire, nous ne sommes pas tous égaux, n'est-ce pas? Il y a des gens qui prennent davantage de décisions et qui déclenchent des choses, alors que d'autres personnes, elles se contentent, effectivement, dans la plupart des cas, de faire les choses qui sont déjà là. J'ai été voir Avatar, ce film Avatar, il a été vu, il a été préparé depuis des années, et on veut bien nous le mettre en commerce maintenant, on va le voir. En allant le voir, je ne suis pas en train de prendre une décision significative, à moi de jouer sur les mots. Bon. Par contre, ceux qui ont décidé de le mettre, ceux qui l'ont tourné, ceux qui l'ont fabriqué, ceux qui l'ont diffusé, eux, ils ont joué un rôle. C'est important, ça veut dire qu'en astrologie, en fin de compte, il y a des catégories de ceux qui ont une certaine capacité de décision, capacité d'intervention, et ceux... Non mais attendez, écoutez, ça veut dire votre subjectivité, elle est là, il ne faut pas non plus trop la ramener. Et ceux qui ont une faible capacité de décision, et là il y a une inégalité. Mais vous avez plein de domaines personnellement, vous n'êtes pas du tout décisionnaire. Non mais attendez, je vais vous parler de ça, mais par exemple, quelqu'un peut être décisionnaire dans son métier. Voilà. Et dans sa vie privée, il n'est pas du tout, par exemple. C'est sa femme qui fait tout, et que lui, il décide de rien. Alors qui est décisionnaire de quoi, là? Il faudrait savoir, au niveau social, la question de savoir quel est le poids de la vie privée aussi. Énorme. Bon, bah, d'accord, mais enfin il est énorme. La question de savoir sur le plan, si l'astrologie doit être, alors là on retourne dans un autre problème, de quoi s'occupe l'astrologie. Hein, soit l'astrologie elle s'occupe des grands enjeux avant tout de la société, ou bien elle s'occupe des petits problèmes de chacun. Les deux. Bon, alors bah oui, d'accord, bah, ça c'est aussi une question. Il ne faudrait pas non plus qu'elle se perde dans les méandres de la vie de chacun. Quand on a dit tout à l'heure que chacun comprenait les textes comme il voulait, et que l'astrologie ne pouvait pas y faire grand-chose de manière très précise de toute façon. Donc, c'est pas ce qu'on a dit. Donc effectivement, et l'astrologie mondiale parle des grands enjeux de société, des grands enjeux politiques, et c'est la propre de très peu de gens, entre parenthèses. C'est la propre d'un nombre de leaders, une caste de décideurs qui est très petite. Vous parlez de qui, là? Dans tous les domaines. On a l'impression que vous avez une allergie à l'idée qu'il y ait des gens qui aient plus de responsabilités que d'autres. Non, ce qu'on est en train Non, je parle de monsieur, je parle pas de vous, je parle de monsieur Je crois Claude. qu'on était d'accord tous les deux. Oui. C'est-à-dire que vous parlez de décisionnaire dans un domaine bien spécifique, et moi je vous ai répliqué, êtes-vous dans votre vie privée aussi décisionnaire que vous voulez bien le dire économiquement, par exemple? C'est ce qu'on était en train de dire, enfin je pense que c'est ce Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs plans. D'abord, pas les décisionnaires. entre parenthèses, il y a des décisions qui concernent un très grand nombre de personnes et des décisions qui concernent un très petit nombre de personnes. Alors effectivement, dans la vie privée, les décisions sont à une toute petite échelle. Bon, alors donc déjà, entre la personne qui a l'impression qu'elle ne peut décider et qu'elle ne peut avoir d'intervention que dans un tout petit niveau, elle sortira bien qu'à un niveau plus large, plus élevé, elle n'est pas décisionnaire. Donc ne mélangeons pas sur les mots en disant décision, entre décider de manger du poulet demain et décider d'une réunion collective, il n'y a aucun rapport. Donc il faudrait peut-être Comment? Non, mais si, apparemment, pour vous c'est pareil. Mais non, c'est pas ce que, enfin, moi c'est pas ce que je disais. Alors donc on est bien d'accord, on n'a pas le problème de la décision dans la vie privée et personnelle n'est pas... On est bien d'accord qu'on ne comprenait pas la même chose, mais on ne peut pas répondre. Non, moi je continue à dire que, ce que j'essaie de dire, c'est que vous parliez de décisionnaire sur le plan économique, sur le plan politique. Et moi je vous disais que dans certains domaines, et même qui vous dit que sur le plan politique, un homme politique est vraiment décisionnaire. Ils ne le sont pas tous. Pourquoi il y a des hiérarchies entre les hommes politiques? Il y a pas tout le monde. Mais ça, encore faudrait-il voir les ficelles qui sont derrière. Je ne veux pas vous les revenir. Et puis, revenir, c'est que la philosophie, la phénoménologie de la décision nous amène à constater que les décisions sont prises par un nombre limité de personnes et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des grands décisionnaires, qui sont décisionnaires à un tout petit niveau
et que ces personnes-là, et donc par conséquent, et en plus c'est vraiment au niveau du timing, parce que les décisions sont prises à un temps X et ont une répercussion à un temps Y pour certaines personnes. Donc entre le moment, alors la question de savoir si les astres agissent sur le temps X ou le temps Y. S'il y a un décalage entre le moment où la décision est prise et le moment où il y a des répercussions, eh bien, le moment où la répercussion, c'est déjà pas le moment où sur le plan astrologique, c'est significatif. C'est le problème de la cause à effet entre le moment où vous laissez votre baignoire ouverte et vous oubliez de la fermer, le moment où ça crée une inondation, il peut y avoir 1 heure ou 2. Donc, la question de savoir si ce qui est intéressant, c'est la cause, c'est le moment de la cause, ou si c'est le moment du résultat final de l'inondation. Voilà. Alors si on ne comprend pas ce décalage, à la fois dans le temps, c'est-à-dire un moment où la chose est déclenchée, un moment où elle se produit, et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui provoquent des choses et d'autres personnes qui ne les provoquent pas, qui sont simplement en train de les subir. Ah non, mais moi je ne sais pas si j'ai une vision étrange, je crois qu'elle est... D'ailleurs, vous avez dit vous-même, vous avez expliqué tout à l'heure dans votre propre autobiographie que vous avez compris qu'il y a des choses qui vous échappaient. Alors vous voyez bien, donc on est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai rebondi, entre parenthèses. On est d'accord sur quoi? On est d'accord sur le fait que vous êtes quelqu'un qui n'a pas le sentiment de prendre... vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont décidées sans que vous ayez prise dessus. Bien sûr. Et ben, voilà. Pas vous? Ben, pas forcément, on n'est pas forcément identiques. Non, je pose la question. Non, beaucoup moins probablement. Donc vous pensez plutôt que les décisions que vous avez prises sont en majorité... Non mais moi je parle pas de décisions, je parle des décisions pour les autres personnes. Je parle pas des décisions uniquement personnelles. Et vous prenez par exemple vous-même, vous prenez des décisions pour les autres personnes aussi? Oui, exactement. Donc vous avez l'impression d'être décisionnaire pour les autres? Ben, évidemment. D'accord. Et il y a d'autres personnes qui sont décisionnaires pour vous aussi? Peut-être, pas forcément. Ah oui, pas sûr. Donc vous décidez et personne ne décide pour Non vous. mais il y a des gens, ne caricaturons pas, il y a des gens qui sont plus en position de décider que d'autres, c'est une évidence. Et de refuser cette évidence, c'est pas logique. logique. Pas de quoi on parle, parce qu'on ne parle pas avec l'astrologie. Ben si, parce que l'astrologie, elle parle de prévision, elle parle du fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas, elle parle du fait qu'il y a des gens qui ont le sentiment que leur vie est déterminée par les astres ou pas, et qu'ils ont besoin d'astrologie ou pas. Donc effectivement, par exemple, pourquoi les femmes vont à des réunions? Peut-être parce qu'elles ont le sentiment, comme vous le disiez, qu'il y a beaucoup de choses qui se décident sans qu'elles le veuillent. Et donc elles essayent de voir si ce n'est pas les astres qui agissent sur tout le monde. Ça serait d'ailleurs une manière de mettre tout le monde dans le même sac en disant de toute façon personne ne décide, et ce sont les astres qui décident pour tout le monde. C'est pas du tout ma philosophie, mais c'est la philosophie de pas mal de gens, ça peut être tout à fait consolant. Oui, bah ça c'est le fameux problème du libre arbitre et qui décide, est-ce que c'est les as qui influent, mais qui ne déterminent pas, etc. C'est le grand sujet, mais malheureusement, ça, pour moi, ça va s'arrêter là, parce qu'il faut que je m'en aille. Je vous en prie, merci. Non, on va continuer quelques J'ai minutes. vu qu'il était fait nuit déjà. Mais pourtant, on n'est pas là depuis très longtemps. Vous savez qu'on est là que depuis 1h30. Ou 2 heures. Ah, non, même pas, parce que moi j'ai mon timing. Merci, Là. un petit jour peut-être, alors. Au revoir. Très intéressant. Non, ça vous assure qu'on est... Moi j'ai mon timing, je sais exactement. Là, j'ai rendu après. Non, mais on va se séparer, mais je peux encore 7-8 minutes, parce que de toute façon, donc, c'est intéressant, c'est ce problème effectivement de la... Je ne sais pas ce qu'on aurait... J'aurais bien voulu en parler avec M. Boucher sur ce point. Le fait qu'effectivement, il y a des... Vous-même, vous êtes à une échelle qui est raisonnable. Vous êtes quand même quelqu'un qui a une expérience de la décision qui n'est pas négligeable. Vous savez très bien qu'entre le moment où vous avez élaboré quelque chose, c'est prévu, et le moment où ça va se faire et ça va se concrétiser, il peut se trouver un certain temps. Et donc par conséquent, les gens ils verront que le moment où le livre va sortir, qu'en réalité, ça s'est déclenché de 1 an, 2 ans avant, et puis il y a eu des... Donc, vous êtes donc bien placé, Madame Jam, pour comprendre ce que vous venez de dire. Évidemment, vous n'êtes pas le centre du monde, je vous l'accorde, mais à votre échelle, vous êtes quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Tout le monde n'a pas son poids de responsabilité. Non, dans ce domaine, c'est vrai que... Mais si vous voulez, on peut prendre tous les domaines. Mais c'est vrai que dans le domaine de l'édition, c'est vrai que ma fille et moi, nous sommes décisionnaires, on a fait, on n'a pas fait.
de faire comme ci ou de faire comme ça, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette satisfaction et qui n'ont même Non, pas, mais c'est pas, n'ont même pas mais cette... je crois que c'est chacun son... je crois qu'on se... Entre guillemets, je crois qu'on essaie de se réaliser dans un domaine particulier. Il se trouve qu'effectivement, en étant éditrice, je suis décisionnaire de la sortie d'un livre. Non, c'est vrai. Peut-être qu'en étant, avant d'être éditrice, vous n'aviez peut-être pas cette expérience des choses. Ben, j'avais une autre expérience, j'étais décisionnaire. Au niveau en tant que de vos professeurs, oui, de vos élèves. Exactement. À une échelle quand même beaucoup plus... Non, pas du tout. J'ai eu des milliers d'étudiants dans ma vie. Non, mais je veux dire, à chaque fois, c'était quand même pour des... Comment est-ce que vous imaginez, comment vous décririez cette... En tant qu'enseignant, comment vous êtes... de toute façon, l'enseignant, c'est pas déjà non plus tout à fait neutre. Non, je veux dire, c'est déjà un poste de responsabilité. C'est celui qui transmet. Voilà, c'est déjà quelque chose. Hein. Mais imaginons quelqu'un qui n'est ni enseignant, ni éditeur, ni décisionnaire, ni directeur, etc. Et qui n'est, comme on dit, vous savez la fameuse expression du tyran domestique, vous connaissez la formule. Les gens qui compensent leur absence de décision en surinvestissant. Oui, mais tout le monde n'a pas envie de prendre des décisions. Par exemple, si vous parlez de décisionnaires sur le plan de l'édition, tout le monde n'a pas envie de prendre des risques qui sont inhérents aux décisions à prendre. Ah ben oui, mais il y a ça aussi. Donc c'est pas une question, c'est une question de personnalité. Il se trouve que ma fille et moi avons certainement des composantes qui font qu'on aime prendre des risques, et donc on a pris des risques dans ce domaine-là. D'ailleurs, M. Blanc, lui, il est décisionnaire. Vous vous rendez compte, écrire des textes pour tous les mois, tous les mois ou toutes les semaines, qui vont être lus par des tas de gens, c'est pas, tout le monde n'a pas ce profil. Mais heureusement, sinon on serait des clones. Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que tout le monde ne peut... Heureusement que tout le monde n'est pas décisionnaire. Comment? Ah, mais bien sûr que non, mais je c'est une impossibilité. Imaginez tout le monde n'est pas éditeur, tout le monde n'est pas décisionnaire, tout le monde est écrivain. Autrement, ce serait la pagaille totale. Ce serait des clones. Ce serait des clones. Non, mais oui. Si tout le monde était son propre éditeur, c'est ce que ça voudrait dire. Non, donc il faut qu'il y ait une minorité de gens. C'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, le pouvoir ne peut être que dans les mains que d'un nombre limité de personnes. Et si je peux éditer, si nous pouvons éditer chez Janus, c'est parce que nous avons des auteurs qui viennent. Oui, mais ça fait partie aussi de ces... Tout le monde n'est pas non plus... C'est toujours si j'édite chez Janus, c'est parce qu'il y a des lecteurs. S'il n'y avait aucun lecteur, je mais les lecteurs, c'est pas exactement... Les lecteurs existent indiscutablement, mais c'est pas ils n'ont pas le même rôle. Ils n'ont pas la décision initiale. Donc au contraire, c'est plutôt on est presque dans le masculin et féminin là d'ailleurs. On devrait comparer. Le but serait la femme et le lecteur a la décision de lire ou de ne pas lire. Voilà, c'est ça. Donc il y a encore une décision, mais une décision, c'est pas un lecteur qui fait le petit d'un livre, c'est la masse des lecteurs. Donc un lecteur de plus ou de moins ne change pas les choses, c'est l'ensemble des lecteurs qui alors qu'un éditeur, c'est tel éditeur et pas tel autre. Ils ne sont pas remplaçables. Mais je crois que chacun, que tous du moins, tous n'ont pas les mêmes envies dans la vie. Nous n'avons pas tous les mêmes envies. De toute façon, à ce moment-là, vous arrivez au complexe Peter. Oui, le complexe de la compétence. Oui. Voilà. Ah ben complètement, et on l'atteint tous à un certain moment. Oui. Si les gens qui ne sont pas faits pour prendre des responsabilités ou des décisions, oui, là, ils sont encore plus dans les compétences. Non, ça n'est ni bien ni moins bien, il faut des seconds. Non, mais il y a condition qui restent à leur place. S'il n'y avait pas de second, le premier ne pourrait rien faire. Bien entendu, il y a les décisionnaires, il y a les assistants, il y a le lieutenant, et puis il y a la masse, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tout à l'heure on parlait de la sensibilité au besoin. Il y a vraiment deux, là on a une réunion qui apparaît avec il y a vraiment une sensibilité, disons, qui voudrait que toute personne, tous les gens soient presque égaux face aux astres, reçoivent les choses de la même manière. Bien sûr que non. C'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est-à-dire que tout le monde, il n'y a pas de... Même, moi, personnellement, la thèse assez révolutionnaire que j'ai développée, c'est que, ça je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est que l'astrologie est liée au décisionnaire. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque l'astrologie
est lié aux choses qui se fondent, qui ne se fondent pas, qui se déroulent pas. Quels sont les agents, les acteurs les plus marquants de ces processus, sinon justement les décisionnaires. Donc finalement, si moi j'ai développé un concept qui est le concept de cosmocratique, c'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie serait d'abord la science des décisionnaires. Donc ça serait une discipline s'il fallait vérifier l'astrologie, il ne faudrait pas forcément la vérifier sur l'ensemble de la population, vu qu'elle est tellement mélangée et complexe et tellement diverse, mais prise de préférence sur les populations qui sont justement chefs d'entreprise, décisionnaires, etc., et qui, eux, à mon avis, sont plus au cœur du champ de l'astrologie que le commun des mortels. Voilà, c'est la thèse cette thèse qui actuellement est en train de se développer. Et à mon avis, elle a une certaine logique. Parce que finalement, il y a des choses, c'est le problème de l'impact. Il y a des gens qui c'est le problème de Jeanne d'Arc. Il y a des gens qui sont appelés, qui se réveillent, et puis qui entraînent les autres avec derrière eux. Bon, ben, l'astrologie nous parlait peut-être plus de ceux qui entraînent que de ceux qui sont entraînés, si vous voulez. D'accord, écoutez... Je ne sais pas, je reste dubitative. Non, mais... Je reste dubitative parce qu'en fait, je suis en train de me demander si décisionnaire est tellement important. Et si l'action est tellement importante. Elle n'est peut-être pas si importante, mais la question qui se pose, c'est de savoir ce qui concerne l'astrologie. Oui, elle n'est peut-être pas si importante non plus, mais la question, en dehors de savoir si c'est important ou pas, c'est de savoir si l'astrologie a à voir quelque chose avec tout ce champ, des choses qui sont déclenchées et qui ont des conséquences. Et les deux théories, soit ce sont les astres qui ont directement des conséquences sur nous, soit ils ont des conséquences que parce qu'ils agissent sur une population de décisionnaires qui, eux, vont avoir un effet sur nous, sur les autres. En fin de compte, les décisionnaires seraient un peu une sorte d'interface entre le monde des cosmos et le monde des hommes. Donc ce serait une sorte de population. Voilà, c'est ça. Et ça peut avoir des effets au niveau de la théorie de l'astrologie, au niveau de la vérification de l'astrologie. Parce que vouloir vérifier l'astrologie sur tout le monde, alors que peut-être qu'elle n'agit de façon prioritaire que sur cette oligarchie. Mais est-ce que ça agit vraiment ?